Dans ce contexte très, très agité quoi, sur le plan des idées, avec beaucoup de débats, et puis en ayant la chance d'avoir un poste jeune, parce qu'évidemment, mon père ne voyait pas d'un très bon œil, parce qu'il ne savait pas trop ce que c'était qu'un ethnologue, quoi. Et il se demandait, il aurait voulu que je reprenne ses affaires, voilà. Donc là, j'avais une indépendance économique et puis une liberté. Bon. Et donc je commence par ma note de recherche dans le Perche en 69 ou quelque chose comme ça, à m'intéresser, faire des enquêtes dans le monde rural, puis je m'inscris en thèse sur les 5 guérisseurs du Perche. Alors il y a tout le Perche parce que des amis avaient vécu là pendant la guerre et m'avaient raconté qu'il y avait ces guérisseurs nés, parce que je sais pas, parce que c'était ce monde rural que j'avais connu aussi quand j'étais petit, pas avec des 5 guérisseurs, mais dans Seine-et-Marne. Ma grand-mère, il y avait vraiment, on était là dans des jardins, des champs, en contact avec des agriculteurs dans un petit village rural, la Grande Paroisse, là à côté de Montereau. Et après que ma grand-mère nous a élevés pendant 5-6 ans, puis ensuite elle est devenue elle-même guérisseuse. Donc il y avait peut-être un lien avec tout ça. Et puis aussi, ce qu'a pu jouer, c'est venant d'un milieu anticlérical, j'avais aucune idée de la religion chrétienne, mais aucune. Et donc, quand je me suis intéressé au Saint-Guérisseur, je me suis retrouvé dans des églises, discuter avec des curés, etc. Et ça m'a paru d'un exotisme absolument incroyable. Et je me suis intéressé, je me suis dit, mais c'est bizarre que les ethnologues, là, ils ont l'exotisme le plus total à leur porte, quoi. Et donc, je me suis mis à lire un petit peu, je sais pas, les textes reliés à la Bible, quoi. Et assister à des messes, j'avais jamais vu ça. Et donc, je me cassais la tête à essayer de comprendre. Enfin, Et puis, par contre, ce qui me plaisait bien, c'est le côté guérison, on se soigne en touchant la statue. Je dis, bah, finalement, c'est eux qui ont raison, c'est plus simple. Ils essayent d'en tirer des bienfaits, quoi. Et donc, une des raisons aussi pour lesquelles je me suis intéressé à ça, c'est le rapport entre ce discours chrétien finalement assez intellectuel, c'est une religion d'intello, un petit peu le christianisme dur là, des évangiles, et puis les gens qui ne veulent pas tomber malades, qui veulent que leurs animaux engraissent et qui ne veulent pas être ensorcelés. Et donc voilà, donc j'engage ma thèse là-dessus. Et ça va donner un travail, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, va déboucher, va m'initier à une anthropologie liée à l'histoire. Ça ne veut pas dire une anthropologie historique comme celle qui va être mise en place par Duby, De Goff, etc., mais l'idée qu'il fallait bien connaître l'histoire rurale française si on voulait comprendre ses pratiques. Et l'histoire rurale française, c'est quelque chose de quand même très très intéressant. Puis il y a toute une esthétique aussi, je dois dire. C'est difficile pour moi de détacher l'expérience ethnographique d'une expérience esthétique. C'est-à-dire les statues, la statuaire, l'art populaire, quoi. D'emblée, ça m'a plu, voilà.
les églises, les paysages, les petits oratoires dans la campagne, cette dimension de faire de l'ethnographie, pour moi, c'était quand même être dans d'autres paysages. Alors, je suis toujours comme ça, parce que là, en Nouvelle-Calédonie, voilà, je vous montre les tarots là, qui sont là, les plantes, mais là, j'en reviens, la Calédonie, je suis dans un univers d'une beauté extraordinaire. Or, c'est là que j'ai envie de travailler. J'ai pas envie d'aller travailler à la Courneuve, quoi. Voilà. Ça, je concède ça. On pourra me dire que c'est un point de vue bourgeois, tout ce qu'on voudra. Il n'en reste pas moins que c'était une motivation très, très forte, que cette idée, que le sens de toutes ces pratiques s'inscrivait dans un univers assez beau. Voilà. Donc, je fais ces enquêtes. Et j'étais donc l'assistant de Jean Guillard, avec Jean Jamin. Voilà. On était ses deux élèves. Voilà. Et il n'y en avait pas beaucoup parce que son enseignement était un peu opaque. On ne comprenait pas très bien où il voulait en venir. C'était un fourmillement de détails dont on ne voyait pas le sens global. Et dans sa thèse, qu'il a publiée, je crois, en 62 ou 63, la structure de la chefferie en Mélanésie du Sud. Alors on a bien la chefferie, on n'a pas vraiment la structure. Et on a... Lévi-Strauss lui avait dit, mais vous êtes comme un greffier dans une mairie, quoi. C'est-à-dire, on a les faits, pas les faits, je ne sais pas les faits, parce que un fait, on ne sait pas, c'est difficile à déterminer. Mais c'est ce qu'on lui a dit, brut de décoffrage, quoi, qui restique comme ça, sans recul, pratiquement sans recul aucun, sans questionner son langage, clan, sous-clan, par exemple. C'est quoi un sous-clan ? C'est un lignage, alors nous, il y a quand même un vocabulaire dans l'anthropologie, on parle de clan, lignage, lignée, maison, etc. Et lui, visiblement, c'était pas son propos, quoi. D'ailleurs, il disait que c'était l'académie, que lui, il était... On n'a jamais su, Eric Wittersheim et Benoît Trépied ont fait un article récemment intéressant sur Guillard. Par exemple, on ne sait pas, même s'il a son bac, on ne sait pas d'où il sort. Il était lyonnais, il avait une licence d'anglais, mais surtout, il était à l'école du dimanche, il était protestant, il était élève de Maurice Lénard, et c'est par le biais protestant qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Mais sa formation en anthropologie reste un mystère total. D'ailleurs, il ne citait aucun auteur. Très très peu. Lévi-Strauss, un peu, ça c'était pour tout le monde, pour faire chic, quoi, mais... c'était pas, je ne l'ai jamais vu argumenter sur un texte d'un autre que lui. Quoi. C'était un univers. Et puis Maurice Lénard, qu'il avait installé en Nouvelle-Calédonie, mais il disait le contraire de Maurice Lénard tout en mythifiant Maurice Lénard. C'était spécial. Toujours est-il que lui, il avait un séminaire à l'école pratique des hautes études, donc il était prof à la Sorbonne, mais il y avait à l'EPHE, il avait un séminaire religion d'Océanie, hein, comme Lévi-Strauss a eu aussi un séminaire, je ne sais pas, les peuples sans écriture, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et il n'y avait personne à son séminaire, à Guillard. Donc il nous avait demandé à Jamin et à moi de venir. Il n'y avait personne, sauf qu'il y avait des océanistes qui l'invitaient, comme Audricourt, c'est comme ça là que j'ai rencontré Audricourt, comme Jean-Claude Rivière, qui travaillait avec Audricourt, qui était un élève d'Audricourt, et qui est rentré assez jeune au CNRS pour travailler sur les langues atones de Nouvelle-Calédonie. Et il y avait aussi le père Dubois, qui était un missionnaire défroqué, qui avait vécu 25 ans en Nouvelle-Calédonie, dans l'île de Marais, qui était d'une sorte d'érudition, une sorte d'érudit local un peu décalé complètement, mais qui a rapporté des documents intéressants. Enfin, c'est un des rares, je sais pas, chercheurs qui publie chez Anthropos, c'est sur les gens de Marais, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça, et à la fin,
il décrit, il fait des dessins des sorcières volantes qu'il a vues. Donc, c'est assez original. Ça n'a jamais été relevé, mais donc c'est pour vous dire, c'est un personnage un peu bizarre, hein, mais que Guillard avait réussi à récupérer. Je ne sais pas, il lui avait trouvé des vacations parce qu'il était défroqué, parce qu'il vivait avec une mélanésienne, enfin bon, etc. Toujours est-il que c'était un petit séminaire comme ça où on était peu nombreux, et là. Alors, de temps en temps, Guillard faisait quelques interventions. Alors, il parlait d'endroits que j'avais jamais vus. Pouey, Ponériouin, de personnages dont je ne savais pas qui c'était, Leïcha Dembaï, Aman Bouillant, enfin, des noms locaux que maintenant que j'ai complètement intégrés et qui sont des gens par ailleurs passionnants. De temps en temps, il parlait de Lénard, mais jamais autour de Docabo, de choses comme ça. Il parlait d'un. Et là, ça pouvait être plus intéressant de la carrière de Lénard, de ce qu'il avait fait sur place, de son engagement politique. Mais surtout, il faisait venir, l'année où je commence, là, en 71, il dit, vous venez dans mon séminaire. Moi, je dis, bon, il m'a obtenu un poste, je vais quand même aller à son séminaire, mais bien m'en a pris. Et là, je trouve Audricourt et Jean-Claude Rivière, et il avait proposé à Jean-Claude Rivière de présenter ces documents qu'il avait recueillis en Nouvelle-Calédonie, sur la côte est de Nouvelle-Calédonie. Et donc, là, je rentre dans un autre univers scientifique. Alors, j'avais fait un certificat, demi-certificat de linguistique avec Martinet, parce que je m'intéressais. C'était, je ne sais plus son prénom, Martinet. Oui, c'est ça, oui. Il avait fait traité, introduction à la linguistique. Voilà. Et donc, parce qu'évidemment, bon, j'étais germaniste, au début, j'avais appris l'allemand à mon collège, puis lycée, puis ensuite j'étais allé pas mal en Allemagne. Les langues m'intéressaient, quoi. Je me demandais ce que. Et surtout, je ne comprenais pas comment les ethnologues pouvaient zapper la langue. Parce que dans ce souci de concret que j'avais, je voyais que Jean Bazin, il s'était mis au Bambara. C'est peut-être un des rares qui est vraiment, que j'ai connu, qui était vraiment dans les langues. Et là, je rencontre des linguistes, ou des ethnologues, enfin des linguistes qui écrivent au tableau dans une langue kanak, qui mettent les tons, et puis ils traduisent mot à mot. Alors je me dis, bon, là, évidemment, c'est pas la pensée mythique. D'abord, il faut essayer de comprendre ce que les gens disent de façon triviale dans la vie quotidienne. Guillard ne comprenait rien du tout à toutes ces dimensions linguistiques. Et là, autour d'Audricourt, enfin, je vois qu'il y a quelque chose d'hyper positiviste, scientifique, descriptif des langues. Après, je déjeune avec eux, on devient proche, etc. Et je me dis, mais voilà l'ethnographie. L'ethnographie, c'est noter les langues. Alors, comme j'avais travaillé en français, évidemment, sur les 5 hérisseurs, bon, j'avais noté des tournures en patois local, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a encore, c'est seulement dans la Sarthe qu'il y a un patois que j'ai encore parlé. Voilà. Et donc, j'écoute ça, ces textes recueillis, enregistrés, on écoute l'enregistrement, transcrit mot à mot. Ça prend la moitié du séminaire. Et puis après, il y a Audricourt qui dit ah, ben là, cette plante-là, vous voyez, c'est le nom d'une plante qu'on retrouve là-bas au Fidji, et qui est aussi en Papouasie, sur les côtes de la Papouasie. Et je les ai vus au Vietnam, etc. Et je découvre le comparatisme, la phonologie comparée, cette dimension comparatiste, et que toutes ces langues formaient une famille, et que toutes ces familles, il fallait suivre les liens, et que finalement, et Audricourt, qui était aussi un très grand européaniste, donne tout un tas d'exemples. Donc je comprends que
que même entre l'espagnol et l'allemand, finalement, on est dans des langues indo-européennes et que tout ça, ça communique. Et qu'entre king, kaiser et roi, on peut trouver que c'est finalement des mots tout à fait proches, etc. Je lis Benveniste. Je n'ai pas pu assister à ces cours, il est tombé malade assez vite, qui était un des proches d'Audricourt. Alors je suis complètement épaté, là, vraiment, je me dis, mais oui, voilà. Et puis, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, j'avais lu d'Occamo. Et moi, j'avais lu d'Occamo, alors je trouvais ça un peu enchanteur, cette espèce d'archétype d'un primitif qui n'aurait pas conscience de son corps, etc. Je suis un peu comme tout le monde à l'époque, enfin, lisant ça, on peut se dire, c'est une espèce de mythe primitiviste. On peut tomber dans le panneau, tu vois, écrit d'une façon comme ça, assez autoritaire. Il dit le Kanak avec un K majuscule. Puis, on ne sait pas comment il a écrit ça, Lénart. Et j'en parle à Audricourt. Audricourt me dit, écoutez, si vous voulez qu'on se parle encore, vous me jetez ce livre à la poubelle. Je veux plus, c'est n'importe quoi. Il me dit vraiment, alors Audricourt très anticlérical, me dit non mais vous voyez c'est un pasteur, j'ai suivi ses cours, il m'a donné de la documentation, il a le mérite d'avoir essayé d'écrire quand même les langues, il a fait un bouquin sur les langues d'Ospronex, enfin la description des langues kanak. Il m'a dit tout est à reprendre, on est d'ailleurs en train de tout reprendre, c'est pas un professionnel de la linguistique, il a eu un penchant indigéniste tout à fait respectable, etc. Mais ce pauvre Lénart, il me disait, ce pauvre Lénart, mais il ne comprenait rien. Alors moi, je tombe des nues. Il me dit, non, vraiment, on vous assure, vous laissez ça de côté. Et puis, le temps passe, Jean-Claude Rivière retourne en Nouvelle-Calédonie. Il rencontre, enfin, il faisait ses descriptions linguistiques de deux langues du centre-est de la Calédonie, là, le Païti et le Tiemouï. Et là, il m'écrit, ou il écrit à Audricourt, je ne sais plus très bien comment ça se passe, en disant ce serait bien si quelqu'un pouvait venir m'aider, parce que pour recueillir toutes ces traditions, ces poésies, ces chants, ces récits à caractère fondateur, mythologique si on veut, et pourquoi pas Benza qui vient au séminaire, ça semble l'intéresser, etc. Alors Audricourt m'invite à déjeuner, voilà, à côté de la Sorbonne, il dessine la carte de la Calédonie sur la nappe, il me met toutes les langues, etc. Et puis il me dit, voilà, monsieur Massa, vous allez aller là. Donc c'était Poindimier, sur la côte est de Calédonie, mais il faut que vous appreniez le Païti. Donc, alors je dis, mais attendez, je n'ai pas fini ma thèse. Bon, vous finissez votre thèse avec monsieur Guillard, et dès que c'est terminé, nous, alors il gérait un groupe de recherche, ça s'appelait un GDR, je ne sais même pas si ça s'appelait un GDR, enfin peu importe, qui regroupait tous les océanistes, il y avait de l'argent du CNRS, mais aussi des affaires étrangères, des dom-toms, etc. Et Guillard et Audricourt étaient les patrons de cette enveloppe, quoi, qui a permis plein de recherches. Panov, Godelier, tout ça sont partis sur ce groupe de recherche, quoi. Et donc, je dis d'accord, mais comment je vais faire pour apprendre le Païti? Il m'a dit, je vais vous l'apprendre. Parce qu'il n'y a aucun document. C'est nous qui avons on a les enregistrements, on a des textes que Guillard nous a transmis, il y a les textes que Lénart a donnés à Guillard, etc. Tout ça est écrit n'importe comment, parce qu'il distingue bien les sons et tout ça. Nous, on va vous refaire, on a établi une écriture scientifique rigoureuse, etc., signé un son. Et Audricourt et Jean-Claude Rivière, le week-end, j'habitais en grande banlieue, là, à 40 km, là, du côté de Dourdan, et ils viennent me voir et m'initient au Païti, me laissent des bandes, ils me donnent des documents. Et alors, je sais pas, c'était ma façon de faire. Je plonge là-dedans, tête baissée. Je
tous les matins, j'écoute mes bandes, je me fais des dictées, Jean-Claude Rivière vient, me fait faire des dictées, il me donne les documents. Alors eux, évidemment, ils voient quelqu'un, un jeune, très jeune, qui se plonge là-dedans, en plus, qui enseigne à l'université. Donc, j'avais un centre d'intérêt élargi, je commençais à lire, bon, j'avais lu Malinowski, mais du coup, je me mets à lire Firth, Salins, bon, l'anglais, ça pouvait aller pour le lire, pas de problème, etc., à tous ces débats. Et puis, par Jean-Claude Rivière, je rencontre un phénomène de l'anthropologie qui mérite quand même d'être cité dans la biographie. Enfin, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui était d'une intelligence lumineuse, qui était à l'Orstom, qui s'appelle Bernard Vienne. Et Bernard Vienne, c'était surtout par sa conversation tous les soirs chez lui ou chez nous, parce qu'il a habité chez nous pour rédiger sa thèse. Il a publié un seul bouquin, Jean de Motlave, qui est publié donc à la Société des Océanistes. Et il travaillait aux Banks, aux îles Banks, c'est-à-dire au nord du Vanuatu actuel, ex-Nouvelle-Zébride. C'était quelqu'un qui avait été formé à Nanterre, à une époque où Salins a été à Nanterre, qui avait une immense culture, notamment de lecture anglo-saxonne de l'anthropologie, et qui va, en gros, m'initier à la lecture des grands textes d'anthropologie océaniste. Il avait fait son terrain, donc dans les années 60. Il est un peu plus âgé que moi, donc il est décédé là, en 73. Et donc, mais c'était plutôt un initiateur d'idées, par contre, écriture, une organisation quotidienne qui n'avait rien à voir avec la mienne. Voilà, il vivait selon son bon plaisir, sans aucune obligation aucune, libre comme l'air. Et donc, avec ses bouquins, ses copains, ses repas, ses fêtes. Là aussi, c'est un monde, si vous voulez, il ne faut pas le dire aux gens qui défilent aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, c'est un pays de cocaïne, quoi. La recherche a rendu possible ça, la recherche française, sans aucun contrôle, sans aucune exigence, ni d'enseignement. Il faut aller vendre un vague rapport. Enfin, ça s'est durci, hein, d'une certaine façon, heureusement. Mais ça a permis à éclore. Par exemple, si Bernard Vienne n'avait pas été à l'Orstom, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire. On imagine mal. Voilà. Parce que, bon, ça c'est une autre question, mais être financé à vie, assez bien payé, comme à l'Orstom, sans aucune contrepartie demandée en échange, rien. Ça peut donner. Alors il y a des gens qui se sont effondrés, qui n'ont rien fait. Lui, on ne peut pas dire qu'il n'ait rien fait. Il a réfléchi, travaillé, mais rien produit. Voilà. Et donc il a plutôt produit des idées dont les autres ont bénéficié, dont moi. Hein, voilà. Alors il était très structuralo-marxiste, parce qu'il se revendiquait PC, marxiste. En tous les cas, Bernard Vienne a joué un rôle. C'était un intellectuel un peu flamboyant, important, que je rencontre dans un univers non pas universitaire. Alors quand je l'ai invité après dans mes cours, il était malheureux comme les pierres. Il fallait qu'il boive, je ne sais pas, quantité de whisky avant d'arriver, angoissé, pas du tout socialisé, si vous voulez. Mais chez lui, il n'y avait que chez lui qui était bien. Enfin, chez lui, dans son milieu, son entourage, sa femme vietnamienne qui faisait une cuisine d'enfer. Et là, il racontait ses lectures, etc. Donc, il a joué un rôle important dans ma formation d'océaniste. Il faut quand même lui rendre hommage. C'est important. Et il y a beaucoup d'autres océanistes, y compris à l'Orstom, qui ont beaucoup pompé M. Bernard Vienne pour leur propre carrière. Moi, je me suis surtout lancé dans les lectures, et puis il m'a montré quand même donner une certaine rigueur dans l'articulation des données, etc. Il avait un questionnement aussi intéressant, notamment sur le rapport entre préhistoire et anthropologie. C'est la dernière partie de sa vie. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire du Pacifique et à la préhistoire du Pacifique, dans la formation
des structures politiques. Voilà. Alors, me voilà donc... Tout ça, c'est avant même que je parte en Calédonie, si vous voulez. Donc, du coup, il y a ces enseignements à la fac. Mes collègues autour de Bazin, on voyait aussi Terray à l'époque, etc. Meillassoux, Ballandier, Robert Cresswell, Pialou. Alors, entre Bourdieu, Marx, Ballandier, etc., tout ce milieu d'anthropologie matérialiste, critique, etc. Et puis, cette découverte des linguistes, de l'ethnolinguistique et de l'Océanie. Parce que Guillard n'a jamais fait un cours sur l'Océanie, n'a jamais expliqué qui était, je sais pas, Ockart à Fidji, Firth à Tikopia, ou même Malinowski chez les Trobriand. Donc, je me forme à tout ça. Et en 1973, je rends une première version de ma thèse à Guillard, que j'écris en 4 mois. Voilà. Guillard m'autorise à ne plus faire cours pendant 4 mois, ça aussi c'est déjà pas comment. Et je suis remplacé par une collègue, Martine Cresswell, qu'après je remplacerai, mais enfin, il y a des organisations qui auraient pu, aujourd'hui, ce serait très compliqué. Et je rends une première version de ma thèse en juin 2073, et en juillet, je pars en Nouvelle-Calédonie avec mon bagage linguistique. Et là, évidemment, je vais tomber sur d'autres difficultés bien plus grandes que celles que j'avais rencontrées sur le terrain dans le Perche. Difficultés parce que j'arrive dans un pays qui est une colonie française. On me dit que c'est un territoire d'outre-mer, c'est un terme un peu pudique. Et le seul, d'ailleurs, qui m'avait prévenu là-dessus, c'était Audricourt. Audricourt, qui avait beaucoup lutté contre la guerre des Américains au Vietnam, qui était PC, engagé, et qui m'a soutenu après dans l'engagement que j'ai pu avoir aux côtés des Kanaks, dans le but de faire connaître leurs problèmes, voire leur accès à l'indépendance. Je me disais, c'est un devoir, voilà. C'est intéressant aussi, parce qu'il y avait un engagement politique chez Audricourt, même s'il était totalement aveugle et qu'il ne voulait jamais critiquer Staline. Bon, ça, c'était son problème. Mais donc, j'arrive en Nouvelle-Calédonie avec ce bagage, voilà, qui était ce qu'il était, mais quand même linguistique. Je pouvais entendre la langue, je ne peux pas la comprendre, mais la noter correctement, avec Jean-Claude Rivière comme... qui était là pour ravitailler en vol, quoi, m'aider, travailler avec moi, me montrer comment lui travaillait, donc je vais me calquer sur ses méthodes. Mais je rencontre évidemment une situation coloniale que j'avais absolument pas prévue, parce que c'est pas en lisant Docamo que vous allez la comprendre. Et Ballandier, oui, mais bon, c'était en Afrique, je n'avais pas imaginé une seule seconde que dans un territoire sous mandat français, dit français, qui est toujours français d'ailleurs, des conditions de vie pouvaient être aussi terribles pour la population autochtone appelée Kanak. Ça, je n'avais pas imaginé, et même encore aujourd'hui, je commence à mesurer l'ampleur de la catastrophe, quoi. La violence a été extrême de la colonisation française à partir de 1840. Bon, officiellement, c'est 1853. Jusqu'en 1946, c'est le code de l'indigénat. Et puis ensuite, les séquelles de cette violence coloniale sont incalculables, si vous voulez. Je pense que je les avais complètement sous-estimés. D'ailleurs, Audricourt peut-être aussi, si vous voulez, parce que comme on travaillait sur les langues, on revalorisait un fond culturel qui était bien là, mais on avait tendance à l'extraire de son contexte colonial. Et petit à petit, grâce aux Kanaks eux-mêmes, d'ailleurs, puisqu'ils se sont révoltés fort et grave à partir du moment où j'arrive, d'ailleurs, j'y suis pour rien, mais de 73, mais à partir de 1984, dans la période de 5 ans qu'on va appeler les événements, là, disons, les engagements Kanaks
que sur la scène nationale et internationale vont revendiquer une place, vont avoir un écho important dans mon travail.